Donc ça va être au tour de Gérard Pascal, membre de Médecins du Monde et de Chirurgie sanitaire, et qui va nous parler de la chirurgie humanitaire à l'aube du XXIe siècle, quant à ses constats, ses enjeux et ses perspectives. Donc, bonjour, donc tout d'abord merci bien sûr à l'Académie de chirurgie de m'avoir invité à vous parler de la chirurgie humanitaire, la chirurgie humanitaire à l'aube, au début de ce XXIe siècle. Je dois vous dire que je suis très heureux de pouvoir vous faire cette présentation devant mon maître ici présent, Henri Bismuth. Alors, je vous parlerai des constats, et puis au-delà des constats, il y a des enjeux à la fois sécuritaires, opérationnels et éthiques qui, bien entendu, conditionnent la formation dans les pays dits en développement. Et j'en terminerai pour vous parler des partenariats. Tout d'abord, cette citation de Paul Valéry, qui était académicien, poète, philosophe, qui définissait le chirurgien comme ça. Alors là, il ne parlait pas du chirurgien formateur, mais le chirurgien, il disait s'il doit être joli, s'il doit être qualifié d'artiste, c'est que son ouvrage ne se réduit pas à l'exécution uniforme d'un programme d'actes impersonnels, et je crois que je vais essayer de vous montrer qu'il avait tout à fait raison. Alors j'avais l'intention de m'appesantir un petit peu sur l'article du Lancet, et ça a été très bien fait au cours de la première présentation, donc je ne reviendrai pas sur les chiffres, notamment sur ce chiffre de 5 milliards d'individus qui n'ont pas accès à des soins, qui interpelle évidemment tout le monde, y compris la communauté internationale. Vous voyez que maintenant on parle de simplement pays à revenus faibles et intermédiaires, qui remplace l'ancien terme pays en développement, ça change souvent comme ça. Et un autre chiffre quand même que je voudrais retenir, c'est que plus de 300 millions d'interventions pratiquées dans le monde chaque année, seuls 6% d'entre elles le sont dans les pays les plus pauvres. Alors d'autres chiffres aussi un petit peu, pour vous illustrer donc que la chirurgie est effectivement un acteur de santé publique. Et je me focuserai essentiellement sur la chirurgie obstétricale d'urgence, pour vous dire que par exemple 250 000 femmes meurent par an en Afrique et en Asie des complications de la grossesse et de l'accouchement. Et vous avez ce chiffre de l'OMS aussi que je trouve important, qui est un petit peu antérieur à ce qui a été publié dans le Lancet, qui dit qu'un passage d'un taux de césarienne de 0,5 à 1% dans les pays en développement diminuerait la mortalité maternelle, diminue la mortalité maternelle de 15%. Puis il y a cette phrase de Sarah Kessler que je connais et que j'apprécie beaucoup, qu'elle a publiée aussi dans le Lancet en 2014, qui dit que finalement la césarienne reste la dernière chance de sauver 2 vies grâce à une seule incision. Alors, un certain nombre de constats. Tout d'abord, les programmes chirurgicaux coûtent cher aussi. C'est-à-dire qu'il y a des soins qui sont avant, pendant, après les opérations, qui s'inscrivent dans un système long terme qui doit idéalement être un système de gratuité. D'autre part, les soins chirurgicaux s'accompagnent nécessairement d'une qualité de soins. Ça veut donc dire qu'on s'inscrit dans la réhabilitation de structures de santé qui coûtent cher, notamment le bloc opératoire, et puis dans des approvisionnements en matériel de tous ordres. Et puis, ces équipes chirurgicales sont multidisciplinaires, faisant appel à des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers, des radiologues, etc., etc. Alors, inversement, il faut bien dire aussi que la chirurgie humanitaire attire les financements. Je crois qu'elle tire l'action humanitaire vers le haut, ne serait-ce que pendant les urgences, notamment, vous vous souvenez, en Haïti, où l'émotion attire la collecte, et la collecte, c'est souvent notre indépendance financière. Mais il en va aussi de certaines crises chroniques où la chirurgie est bien financée, avec des gros bailleurs institutionnels qui proviennent de l'Union européenne ou des Nations Unies. Et puis, il y a des programmes spécialisés qui rencontrent du succès, qui sont bien financés. Alors, il y en a beaucoup, mais je vous en citerai 2. D'une part, la formation, je dis bien la formation de la chirurgie célioscopique à Madagascar, faite par Chirurgie Solidaire, et vous avez les acteurs qui sont ici présents dans cette salle. Et puis aussi, donc, un programme de chirurgie de Médecins du Monde, qui s'appelle l'opération au sourire, donc qui est un programme de chirurgie reconstructrice qui notamment opère des becs de lièvre chez des enfants. Alors au-delà maintenant de ces constats, bien entendu, un certain nombre d'enjeux. Alors dans un monde multipolaire qui se globalise, bien entendu, la sécurité des acteurs humanitaires est en jeu, les acteurs qu'ils soient à la fois locaux, très menacés, mais aussi internationaux. C'est-à-dire que ces problèmes sécuritaires contractent l'espace où l'on intervient, de plus en plus depuis ces 20 dernières années, et plus encore, vous allez le voir, depuis ces 10 dernières années, et ça en appelle donc à nos capacités d'action, nous, les ONG internationales en situation de crise. Jean-Pierre Bouchot, d'ailleurs, dans son exposé, puis après, vous y a fait allusion. Alors oui, incontestablement des risques sécuritaires accrus, comme le dit Avistola, qui est une grande spécialiste de ces questions. Vous voyez qu'elle a publié ça en 2009,
où elle disait donc que la prévalence des violences vis-à-vis des humanitaires avait doublé, avec 4 à 8 décès pour 10 000 personnels par an. Et puis il y a aussi ces chiffres qui ont été donnés par la Journée mondiale de l'humanitaire en août 2014, qui disent qu'en 2013, 155 humanitaires ont été tués, 171 ont été blessés, 134 ont été kidnappés, ce qui représente 2 tiers d'accroissement par rapport à l'année précédente. Et vous voyez aussi que finalement, 3 quarts de ces incidents humanitaires sont concentrés dans 5 pays, l'Afghanistan, le Pakistan, la Syrie, le Soudan et plus récemment, comme vous le savez malheureusement actuellement, le Yémen. Alors pourquoi une telle augmentation des risques humanitaires? Je crois que d'une part, il y a la nature elle-même des conflits qui a changé. On n'est plus armé contre armé, mais on est bien face à des groupes armés qui mènent des guérillas qui menacent évidemment les populations civiles. Et d'autre part, il y a les prises d'otages, des humanitaires aussi, mais des journalistes et autres qui sont très lucratifs, qui permettent donc à des groupes armés de s'acheter des armements qui coûtent extrêmement cher. Et je crois que aussi l'image je dirais, des ONG du Nord s'est un petit peu dégradée au cours de ces dernières années, parce que leur image donc s'est un petit peu modifiée, bien que les 4 grands principes du Comité international de la Croix-Rouge soient respectés, ceux dictés à Genève que vous connaissez, l'humanité, l'impartialité, l'indépendance. Par contre, pour le 4e principe qui s'appelle la neutralité, pour des raisons de pragmatisme opérationnel, de plus en plus on intervient dans des zones rebelles, non gouvernementales. J'en veux pour exemple la Syrie naturellement. Il y a ce que j'appelle aussi les amalgames humanitaro-militaires. Il faut faire très attention parce que bien entendu, on ne peut pas nier que les humanitaires peuvent faire de l'action humanitaire, mais je crois que les humanitaires dans leurs actions ne doivent pas être confondus avec des militaires, parce que ça peut avoir bien entendu des conséquences désastreuses pour leur sécurité. Il y a enfin ce que j'appelle les urgences CNN, c'est-à-dire ce que j'appelle les urgences médiatiques, l'appel des sirènes. Il en va bien entendu de notre indépendance opérationnelle et financière, c'est-à-dire nous coordonner sans nous subordonner et intervenir là où on veut, y compris dans les zones oubliées. Alors, le risque zéro n'existe pas. Ça veut donc dire que la seule recommandation qu'on peut faire, c'est quand même de partir avec des organisations qui soient structurées, qui analysent les risques, qui produisent des guidelines de pratiques sécuritaires et qui sont en capacité de faire face à un incident éventuel. Alors, les enjeux opérationnels concernent tout particulièrement, pour les raisons que je vous ai exposées, les programmes chirurgicaux dans des systèmes précaires, préalablement déstructurés, et bien évidemment, avec les urgences, il y a la temporalité qui s'ajoute à ces difficultés. Ces programmes chirurgicaux coûtent cher, je vous l'ai dit. Ça veut donc dire qu'on est amené à faire des choix pragmatiques, c'est-à-dire cibler ce que l'on veut faire en fonction de ses capacités. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, dans quel contexte on intervient et pour quelle durée, sachant qu'il est plus souvent difficile de quitter un programme que d'y arriver. Quels sont les enjeux opérationnels des programmes d'urgence, où cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, la temporalité intervient. D'abord, il faut décider si on fait ou pas, ça dépend des besoins. Et ces besoins sont au mieux exprimés par des équipes préexistantes sur le terrain, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et il en va bien entendu de nos capacités, de notre expertise, à pouvoir rapidement répondre à ces besoins. Alors pour qui? Bien entendu pour les populations blessées, mais certainement pas oublier les populations indirectes, qui sont victimes donc du débordement des capacités d'accueil des femmes enceintes, des maladies chroniques, etc. etc. Comment on intervient aussi? Il y a des organismes comme le CICR, comme le MSF, qui s'occupent des gros blessés dans des hôpitaux de campagne. Et puis il y a d'autres organismes, par exemple comme Médecins du Monde, qui s'occupent de blessés plus légers dans le cadre de soins de santé primaire dans des unités mobiles. Et enfin, j'y reviendrai un petit peu après, il y a la post-urgence et la reconstruction. Vous voyez ici, en Haïti, au cours du tremblement de terre de 2010, je trouve que cette diapositive, enfin cette photo, illustre très bien le débordement des capacités sanitaires qui affecte bien entendu directement les populations, mais aussi très indirectement les populations d'avant. Alors comme je vous le disais, lorsqu'on s'inscrit dans un programme d'urgence, il faut obligatoirement s'inscrire aussi dans la post-urgence. Pourquoi? Parce qu'il en va de la pérennité des soins. Et donc, dans le cadre de la pérennité des soins, et j'insiste sur ce point, on peut former. Faire de l'urgence n'est absolument pas incompatible avec des programmes de formation à partir du moment où on peut s'inscrire dans la durée. Donc, les urgences, ce n'est pas, contrairement à ce que j'entends parfois, que de la substitution. Et puis, bien entendu, il en va pour le suivi et l'évaluation de nos activités. Quels sont les enjeux opérationnels, cette fois-ci, des programmes de développement?
Je dirais que l'un des principaux, c'est savoir gérer nos asymétries entre le Nord et le Sud. Je vous en ai parlé tout à l'heure. À savoir trouver des façons de travailler, des partenariats qui soient équilibrés et harmonieux entre le Nord et le Sud. Mais je peux vous dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, il y a ces programmes long terme qui n'ont de valeur que s'ils s'inscrivent dans la durée. S'inscrire dans la durée, c'est faire de la formation Nord-Sud qui deviendra Sud-Sud, après formation de formateurs. J'insiste sur ce point. Il y a ici donc effectivement une association qui s'appelle Chirurgie Solidaire, qui est tout à fait remarquable pour ces programmes de formation. Et puis, il y a, je vous le disais tout à l'heure, des programmes de formation à la césarienne. Je ne suis pas gynécologue obstétricien, mais je suis très attaché à ça, parce que comme le dit Sarah Kessler, je le répète, 250 femmes pourraient être sauvées par an, voire 2 vies avec celles de leur enfant. Je crois que les enjeux en termes de ressources humaines, en termes de recrutement d'équipes chirurgicales, sont plus importants. D'une part, il y a des motivations moindres des plus jeunes pour la chirurgie humanitaire. Je crois que les French Doctors, le baluchon sur l'épaule de Biafra, c'en est terminé, c'est l'histoire. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des problèmes sécuritaires dont je vous ai parlé. Il y a des sacrifices financiers auxquels il faut concentrer en période de crise, et ce n'est jamais évident. Et puis, je crois que la principale difficulté concernant la chirurgie essentielle, c'est que nos chirurgiens en France maintenant sont de plus en plus souvent orientés vers une spécialisation. Donc il n'y a plus de profil de chirurgien, je dirais un profil généraliste, pardon. Ça veut donc dire que pour pallier à ça, peut-être il y a un certain nombre d'organismes qui font des formations comme MSF ou qui organisent des diplômes universitaires. Mais je crois personnellement qu'il n'y a rien de mieux que le terrain, à savoir l'encadrement de juniors par des chirurgiens plus expérimentés. Et puis les enjeux que je place, je dirais en chapeau, au-dessus de tous les autres, sont les enjeux éthiques, parce que je crois qu'en situation précaire, il est facile de perdre ses repères, notamment précisément lorsqu'on est plus junior. Et dans ces cas-là, l'éthique reste la garante des bonnes pratiques. Je crois qu'il y a des éléments sur lesquels, où que l'on soit, dans quel contexte que l'on soit, il faut rester exigeant, par exemple, sur les conditions d'hygiène. Ça veut dire tout ça qu'il y a des équilibres très compliqués à trouver entre des objectifs qualitatifs, où il faut rester vigilant sur ces dérives dont je vous parlais là, et puis des objectifs quantitatifs de réduction de la mortalité fondés sur une pratique minimale standard. Vous avez ici un certain nombre de références bibliographiques qui sont très bonnes, que je vous livrerai après si vous le souhaitez. Alors dans les enjeux éthiques, bien entendu, il y a l'évaluation de nos pratiques sur des recueils de données et sur de la supervision. Et puis je crois que sur le terrain, on doit être aussi en capacité de faire du témoignage et des actions de plaidoyer, notamment parler sur des faits de guerre, notamment concernant le droit humanitaire international, mais aussi l'accès aux soins de certaines populations, les femmes, l'accès à la césarienne, les fistules obstétricales, etc. Et aussi certains enfants, le NOMA, les enfants qui ont des becs de lièvre, etc., etc. Donc, pour revenir à tout ça, je vous avais dit que j'en terminerai par les partenariats, parce que je crois que la façon de surmonter l'ensemble des difficultés dont je vous ai parlé, dont Jean-Pierre Lechaud vous a parlé et ses successeurs ont parlé, je crois que ça passe par des partenariats gagnant-gagnant. C'est quoi ça? Ça veut donc dire que ce sont des partenariats d'abord opérationnels, nord-nord, qui sont plus efficaces sur une complémentarité d'expertise, comme par exemple l'a fait Médecins du Monde au Népal, avec Solidarité, pour l'hygiène donc et la sanitation de l'eau. Et puis ces partenariats nord-sud, je vous en ai parlé, mais je n'insisterai jamais assez dessus, avec les acteurs locaux, sur le terrain, on ne connaît pas forcément, ils sont nos yeux et nos oreilles, mais aussi donc avec les autorités locales, les universités. Il faut travailler en synergie dans l'urgence, la post-urgence, la reconstruction et le long terme. Et puis, on travaille aussi avec des associations locales et de la société civile pour faire ce que j'appelle du chirurgico-social, ça me semble très important, avec une forte composante communautaire d'amont, par exemple l'accès aux soins, on vous en a parlé tout à l'heure, mais aussi en aval, avec la réinsertion des patients qu'on va opérer, on ne les laisse pas comme ça, réinsertion psychosociale, des fistules obstétricales de ces femmes qui ont été mises au banc de leur société, des enfants qui ont des becs de lièvre, des amputés en période de guerre, etc., de tremblement de terre, etc. Donc en définitive, je crois que pour former, pour faire partie d'une équipe qui fait de la formation, il faut assumer un certain nombre de risques sécuritaires dans un espace humanitaire qui est quand même de plus en plus dangereux, sachant que le curseur est souvent difficile à mettre entre aller dans tel endroit plutôt que dans tel autre. Et puis les urgences doivent s'adresser aux victimes directes et collatérales sans oublier de s'inscrire dans la durée pour faire de la formation. Les programmes de développement ne peuvent s'inscrire que dans un modèle pérenne qui repose sur du transfert de compétences nord-sud, puis sud-sud après formation de formateurs.
Ça veut dire que ces partenariats avec le Sud, ils reposent sur ce que j'appelle les 3 E, équilibre, éthique et émancipation. Donc je crois aussi que nous, les équipes chirurgicales qui formons, sommes des acteurs souvent en première ligne, et nous devons contribuer au changement social en témoignant de ce que l'on voit et en dénonçant l'intolérable, ainsi que certains de mes collègues l'ont fait ici avant moi. Voilà, cette dernière diapositive pour montrer cette femme et cet enfant éthiopien magnifique qui sont sur cette diapositive parce que cette femme a pu bénéficier d'un chirurgien qui a une formation à la césarienne. Je vous remercie. Merci Gérard. Qu'est-ce qui peut poser des questions là-dessus? Oui. Je veux rebondir sur ce que vient de dire Gérard Pascal, parce que je crois que, si vous voulez, n'étant pas du tout engagé dans l'humanitaire, en étant partie prenante de l'Académie de chirurgie, je crois qu'il y a une vraie réflexion de ce que je viens d'entendre. Et je voudrais intégrer ta réflexion, si tu veux, sur des projets qui vont... Tu as parlé à un moment de l'ONU. Je crois que la chirurgie humanitaire, elle fait plaisir aux chirurgiens qui la font. Elle fait sûrement plaisir aux populations où vous allez aller. Mais il y a un vrai sujet qui est plus grave, qui est la prévention dans ces pays. Notamment, il y a, vous savez, les accidents de la circulation, la traumatologie est considérable. Alors, c'est pas ces pays uniquement, mais quand on voit la Chine, etc. Et il y a une mission actuellement à l'ONU très importante qui s'appelle la lutte contre les MNT, c'est-à-dire les maladies non transmissibles, puisque l'Afrique, on a vaincu justement ce dont on a parlé au début, c'est-à-dire les maladies infectieuses, et se pose le problème de 4 maladies graves. Là, vous ne parlez pas du tout en médecine humanitaire non plus des problèmes de cancer qui ne sont absolument pas traités. Et je rappelle qu'en Afrique également, il y a pas loin de 30% de la population qui meurt de cancer, qu'il y a 63% de la population mondiale qui meurt de maladies non transmissibles. Et mon idée, si vous voulez, c'est comment peut-on intégrer cette chirurgie humanitaire dans le cadre d'une médecine qu'on n'appelle plus humanitaire, mais une médecine des pays en voie de développement, pour satisfaire mon voisin de derrière, et d'avoir une influence plus importante que des missions spécifiques. Moi, j'ai entendu des Africains qui se sont plaints dans des réunions très sérieuses, justement parfois de French doctors qui arrivaient, on ne va pas en parler aujourd'hui, notamment dans les fistules recto-vaginales, parce qu'ils arrivaient sans avoir appris à les faire, uniquement parce qu'ils prenaient leur retraite et qu'ils allaient opérer. Donc je voudrais pas du tout être un rabat-joie de cette réunion, mais puisque tu as parlé de choses assez globales, je voudrais avoir un peu l'opinion de tous ceux qui sont ici sur l'humanitaire, pour voir comment peut-on intégrer cette chirurgie humanitaire dans une réflexion plus globale, qui est la prévention et la santé publique dans ces pays qu'on va dire, tu as dit c'est plus en voie de développement, mais à revenus voilà. Quelle est un peu l'opinion, et quelle est l'opinion des gens qui sont dans cette salle? Je voudrais intervenir pour essayer de globaliser le problème. Comme je le vis, moi, parce que je vais au Cambodge depuis 20 ans, et je vois la réalité, il y a une grande pauvreté, 70% de la population qui vit aux campagnes n'a pas accès à l'eau potable ni à l'électricité, alors que dans les villes, il y a une distorsion flagrante. Il y a un problème dans tous ces pays, c'est qu'il n'y a pas de couverture sociale. Vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez, les gens, ils n'ont pas tellement envie de se faire soigner, parce qu'il n'y a pas de couverture sociale. Vous détectez un cancer de l'estomac chez un type de 50 ans, vous savez que vous pouvez lui être utile, la famille voit très vite le pronostic, ils rentrent à la maison, parce qu'ils savent très bien qu'à terme, ils ne peuvent pas payer. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Alors, ça c'est un problème que vous retrouvez partout, en Afrique, en Asie ou ailleurs. Le deuxième problème, que peut faire la France? Moi je parle de ce que... C'est un choix politique. Il faut comprendre que nous donnons beaucoup d'argent pour la santé. Le Global Fund, ça part dans les pandémies, ça part dans le sida, qui ne sont plus tout à fait le problème actuel. Ça organise beaucoup de congrès, beaucoup de voyages, beaucoup de réunions dans des grands hôtels. Une petite partie, inférieure à la moitié de cet argent, suffirait à couvrir les véritables besoins chirurgicaux dont nous avons besoin. Actuellement, la traumatologie en Asie du Sud-Est, comme je le vis, c'est la plus grosse des pandémies. C'est bien plus important, la mortalité par traumatologie, accident du travail ou accident de la circulation, fracture, etc., c'est bien plus important que la mortalité par sida ou par paludisme. C'est ça qu'il faut qu'on convainque. C'est au niveau politique, décision de la France, nous en avons les moyens. Il faut savoir ce qu'on veut faire. On peut parler à l'infini, c'est pas parce qu'on soigne 4 malades par-ci, 5 malades par-là, je le fais. Donc je suis bien conscient du problème, qu'on va transformer les choses. Les fistules obstétricales, c'est quand même un programme magnifique, je veux le dire au passage.
Mais c'est ça, c'est un choix. Je vais me permettre, si vous permettez, de répondre un tout petit peu à cette question, parce que on a discuté de ça l'autre jour au travers d'une réunion. C'est-à-dire que c'est une conception un petit peu personnelle que je donne, enfin pas tout à fait personnelle, mais voilà. Ce que tu dis, ça signifie que certainement il faut faire des campagnes à fort impact de plaidoyer pour sensibiliser les pouvoirs publics à la chirurgie et aux besoins chirurgicaux dans le monde. Je pense qu'il y a des personnalités ici de la chirurgie naturellement, dont tu fais partie, et d'autres, qui certainement peuvent faire ça. Mais au-dessus de ça, au-dessus de nos politiques, je crois que nous sommes actuellement dans un monde extraordinairement médiatisé. Le pouvoir maintenant est détenu par les médias. Ça veut donc dire qu'il faut saisir les médias au travers d'un certain nombre de moyens de communication pour qu'ils s'emparent de ce problème dont on parle, qui est un problème éminemment politique, puisque effectivement la décision doit être politique de pouvoir financer ce type de programme. Donc, par exemple, comme on en parlait l'autre jour, une tribune, un communiqué de presse, je ne suis pas certain du résultat, mais je ne vois pas d'autre moyen que de passer par la presse, que d'interpeller, que d'alerter les personnes, parce que après les pouvoirs publics s'en emparent. Donc je ferai ça étape par étape. Mais évidemment, tu soulignes le point clé, c'est qu'on peut, comme ça a été dit, on va faire des missions sur le terrain, c'est très valorisant, c'est très utile pour les populations auxquelles on a affaire. Mais voilà, c'est le travail des ONG. Le travail des ONG, je dirais, les ONG sont un peu le bras armé de ça, mais je veux dire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Maintenant, il faut certainement, à la lecture des besoins tels qu'ils ont été exprimés, rebondir sur ça pour avoir une action de plaidoyer. Mais c'est plus facile à dire, pas encore qu'à faire. Je constate ici qu'on parle finalement de deux aspects de médecine humanitaire. D'une part, la médecine qui est faite par les ONG où on a une substitution dans certains pays en conflit, bon ça c'est une chose particulière. Et puis d'autre part, comme on l'a vu avant, des programmes qui s'appuient sur de formation, d'appui pour une spécialité, la chirurgie cardiaque, la chirurgie générale, etc. Et dans ce dernier programme, on voit qu'en général les programmes sont basés d'une part sur la venue de jeunes chirurgiens en France pour être formés, avec deux problèmes principaux, le fait qu'ils restent sur place, on l'a illustré, et puis également le fait qu'on a de plus en plus de difficultés de leur trouver des postes de faisant fonction interne, parce qu'avant c'était des postes qui étaient vacants sur nos quotas d'internes, et il y a de plus en plus d'internes en France, et donc on a de moins en moins ces postes. Donc on a beaucoup de difficultés à former ces chirurgiens. Et puis ensuite, il y a l'envoi d'équipes sur place pour renforcer, pour faire des injections de rappel, parce qu'on constate parfois que quand la mission est partie, la chirurgie ne se fait plus. Donc il y a ces deux aspects où on a quand même beaucoup de difficultés et on a vraiment besoin d'un engagement de nos pouvoirs publics dans la mesure où finalement ça colle avec la politique générale de notre pays qui peut être d'appuyer tel ou tel pays parce qu'il y a des ressources minières, etc. Et finalement on est un peu mêlé par ça. Oui, une réponse. Oui. Oui, l'Afrique, pour ne pas la citer, l'Afrique, voilà, on sait actuellement qu'elle a une forme de capacité de développement avec des croissances, qui sont de l'ordre de 5% par an pour certains pays. Donc je veux dire que certainement, il faut s'inscrire dans ça, accompagner le développement de ces pays-là, parce que sinon, il ne faut pas le tel train. Donc incontestablement, c'est ce qu'on fait actuellement, mais je crois qu'il y a des politiques qui sont toutes l'électricité en Afrique. Et bien, je crois que on doit extraire ça, on doit s'inspirer de ça, peut-être pour accompagner ces pays qui ont une formidable croissance, dont il faut tenir compte pour les accompagner. Jacques, attends, moi je voudrais parler 2 secondes au nom de la chirurgie orthopédique. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Xavier Martin. Personnellement, moi je n'ai pas d'action directe sur le terrain. Bon, je suis allé faire quelques voyages, mais enfin bon, voilà, c'est pas une action directe. Par contre, je pense que les sociétés savantes et les CNP aujourd'hui ont un rôle à jouer. Alors moi je vois bien ce qui se passe au niveau du CNP de chirurgie orthopédique. On a une association qui s'appelle l'Association des orthopédistes de langue française. On a 2 pôles. D'une part, on forme des gens avec des stages d'inter qui sont rémunérés à la fois par la France et par un certain nombre de pays francophones. Et deuxièmement, on distribue des bourses. Par exemple, la Sofcode donne une vingtaine de bourses chaque année pour des congrès, pour des formations, etc. D'autre part, on est en train de se battre pour développer un centre de formation à Dakar, parce qu'on ne peut pas tout faire en France, déformer les gens. Et comme ça a été dit, il y a beaucoup de gens qui viennent en France et après ils y restent.
Donc faire un centre de formation à Dakar avec des orthopédistes de Dakar me semblait une bonne solution aussi. Donc je pense qu'il faut mouiller tous les CNP là-dedans. Et je ne sais pas s'il y a un équivalent de l'AOLF, des orthopédistes de langue française, dans les autres spécialités, mais c'est aussi ce côté-là qu'il faut peut-être développer. Merci Gérard.